parce que je suis curieux de savoir c'est quoi votre background. Disons, c'est quoi votre préoccupation présentement envers la cause animale? Ici, étant genre, c'est une de vos priorités dans la vie, puis ici, c'est vous n'avez jamais vraiment entendu parler, puis vous savez pas c'est quoi. Cool. Puis est-ce que... c'est pas obligatoire. Puis par rapport à l'altruisme efficace, est-ce que vous en avez jamais entendu parler ou est-ce que vous savez bien c'est quoi puis vous connaissez beaucoup d'organisations par rapport à l'altruisme efficace? All right. Est-ce que vous avez des attentes ou des questions spécifiques que vous aimeriez ça que j'aborde dans la présentation que vous pensez que je ne vais peut-être pas nécessairement aborder par défaut? Oui. Dans le fond, les enjeux épistémiques de comment sont opérationnalisées les variables qu'on mesure pour mesurer l'efficacité des actions, puis à quel point, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a une bonne validité de construit une fois qu'on a converti donc notre construit d'efficacité, qu'on l'a décomposé en plusieurs variables. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que chacune des variables qu'on a utilisées correspondent à quelque chose qui correspond à notre compréhension comme pré-scientifique, pré-analyse de vie de tous les jours de l'enjeu. Puis est-ce qu'il y a une bonne correspondance entre la mesure qu'on fait puis nos conceptions de sens commun comme pré-scientifique de la notion, puis aussi savoir si c'est quoi la validité écologique de nos construits quand on mesure l'efficacité des actions de chacun. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde durant la présentation? OK, c'est bon. Je vais commencer, même si je sais qu'il y a des gens qui vont arriver un peu plus tard. Est-ce que tu veux que je ferme la... Oui, s'il te plaît. Je vais juste voir si ça fonctionne. OK, donc, j'espère que je vais couvrir des choses qui sont nouvelles pour vous, puis que ça va être une opportunité d'apprendre. C'est un sujet qui est très vaste, puis je ne vais pas avoir le temps de couvrir tout ce que je voudrais couvrir. Il y a peut-être des nuances que je ne vais pas apporter. Puis, ouais. Puis je vais soulever des problématiques qui sont potentiellement assez vastes, puis qui peuvent être potentiellement troublantes, dépendamment si vous avez déjà été exposé à ça, puis qui sont difficiles à... Ah. Salut. C'est bon, ça fait juste une minute qu'on a commencé. Puis ouais, donc c'est des enjeux qui peuvent être importants, mais OK, juste des questions que je t'avais posées avant à l'audience. C'est quoi votre niveau de familiarité avec la cause animale? C'est une des causes les plus importantes. J'en ai pas vraiment entendu parler avant, ou je ne sais pas c'est quoi. OK, c'est bon. Donc, durant la présentation, je vais surtout investiguer comment on pourrait utiliser une approche stratégique envers la cause animale. Donc, je vais prendre pour acquis que la cause animale, c'est un sujet important, mais si vous pouvez juste assumer cette prémisse-là puis la remettre en question par la suite, mais la présentation, elle va partir de cette prémisse-là, puis elle va développer en fonction de ça. Ouais. Pour retourner aux questions que tu as demandées, genre, à quoi vous aimeriez que je réponde durant la conversation? Je sais que la plupart des algorithmes efficaces sont conséquentialistes. Ils ont déjà un point de vue en éthique théorique. Puis, comment on l'atteint ça? Pourquoi on prend cette prémisse-là qui est le conséquentialisme
probablement la bonne réponse en morale. Pourquoi on rejette d'autres approches puis qu'on prend celle-là? OK, cool. Puis est-ce que... Ah ouais, j'avais demandé s'il y avait des questions que vous vouliez que j'aborde durant la présentation, puis s'il y avait des... Ouais, spécifiques. OK. OK, donc, durant la présentation, je vous invite à rester ouvert d'esprit, puis à considérer les propositions que je fais, puis d'essayer de remarquer comment vous vous sentez face à la nouvelle information que je vous présente, mais aussi de rester critique, puis l'altruisme efficace, ça ne veut pas un mouvement uniforme ou avec des idées où est-ce que tout le monde sont nécessairement d'accord, puis avoir des points de vue externes ou des points de vue différents, ça aide à faire avancer ces questions-là. Puis, si je soulève une question que vous ne savez pas la réponse, ou que moi, je ne sais pas la réponse, d'accepter l'incertitude au lieu d'essayer de... Des fois, on va avoir l'impulsion de régler cette incertitude-là en allant vers notre best guess initialement, mais de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne sait pas puis qu'on a besoin de plus d'informations pour pouvoir guider nos actions. Puis de rester curieux, de voir c'est quoi, quel point que je parle que vous voudriez explorer plus en profondeur. Mais les objectifs de la présentation, c'est de montrer des complexités qui sont reliées à l'altruisme, spécifiquement pour la cause animale, puis de voir que les questions, c'est pas nécessairement simple toujours de vouloir maximiser notre impact. Donc, mon objectif, c'est de piquer votre curiosité pour que vous allez voir plus en profondeur des ressources qui investiguent ces questions-là. Je vais initialement parler de quelques notions générales reliées à l'altruisme efficace. Par la suite, je vais brièvement faire un survol de quelques biais cognitifs qui vont impacter nos décisions face à notre altruisme. Puis je vais proposer un cadre décisionnel pour prioriser différentes causes. Puis je vais aussi élaborer sur des approches possibles pour s'attaquer au problème de la cause animale. La raison pourquoi le mouvement d'altruisme efficace est venu en place, c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes motivations pour faire leur don philanthropique ou généralement guider leur action. Donc, c'est un mouvement qui rassemblait des personnes qui prenaient différentes approches à l'altruisme pour développer des outils, pour mieux penser en fonction de diverses causes. Puis, durant la dernière décennie, il y a plusieurs méta-charités qui sont venues en place qui vont évaluer d'autres charités pour aider les donneurs à mieux s'orienter par rapport à ces questions-là. Souvent, quand on va acheter un objet pour nous-mêmes, le feedback loop il va être extrêmement rapide. On va savoir si l'objet est satisfaisant. Mais quand c'est un don philanthropique, le feedback loop il est beaucoup plus long. Puis c'était vraiment difficile sans avoir de charités externes qui vont réviser, savoir c'est quoi l'impact qu'on a. Puis il y a aussi d'autres charités qui vont faire, par exemple, du coaching pour les carrières ou faire des recommandations pour faire du bénévolat. Puis c'est aussi un mouvement qui va rassembler des gens qui ont diverses valeurs puis qui vont permettre à mieux se coordonner. Donc, un exemple de coordination possible, juste simple, serait par exemple si quelqu'un priorise réduire la pauvreté versus quelqu'un qui priorise réduire la souffrance animale, bien, il y aurait peut-être moyen pour ces deux personnes-là de faire avancer leur cause en collaborant, en disons, juste un exemple simple, quelqu'un pourrait dire si tu vas végétarien, je vais donner 1% pour réduire la pauvreté dans le monde. Donc, là, les deux personnes font avancer leurs valeurs en faisant ça. Puis, en étant un mouvement qui va pas forcer un modèle de valeurs, qui va être inclusif à divers cadres de valeurs, ça va permettre aux gens de se coordonner à ce niveau-là. Donc,
Puis n'hésitez pas à m'arrêter n'importe quand pour soulever un point, me poser une question ou me dire de ralentir, de répéter, etc. Donc, il y a plusieurs concepts par rapport à la neutralité qui vont toucher l'altruisme efficace. L'impartialité, donc pas baser nos décisions sur la position géographique ou la position temporelle ou le sexe ou la couleur de la peau ou d'autres caractéristiques qu'on ne considérait pas importantes au niveau moral. Après ça, être neutre au niveau de la cause qu'on choisit. Donc, pas choisir une cause en fonction de notre historique personnel ou une cause chouchou ou une cause qui est nécessairement proche de nous émotionnellement, mais essayer d'être plus, d'avoir plus une approche où est-ce qu'on va choisir une cause en fonction de l'impact que la cause va avoir. Oui. Sur la question de l'impartialité, je ne sais pas si c'est possible. Je pourrais être sûr que peut-être tout le monde ait le même avis sur la question, mais quand on dit qu'on refuse de distinguer sur des critères comme le sexe, le genre, la couleur de peau, l'espèce, même la dispersion temporelle, on prend quand même pour acquis qu'il y a certains individus qui comptent puis d'autres qui ne comptent pas. Genre, les premiers critères que j'ai nommés, on les considère arbitraires, pas importants, mais on décide quand même que certains organismes comptent parce qu'ils sont probablement sentients. J'imagine que c'est probablement la position que vous partagez. Puis, pourriez-vous expliquer pourquoi ça, c'est important? Contrairement aux autres critères comme l'espèce et le... Pourquoi est-ce que la sentience, c'est un critère important? Ouais. Mais, OK. Comme je pense que le critère d'impartialité essaie de comme, pointer dans une direction, plus que peut-être de quoi qui est extrêmement bien défini. Là. C'est comme une recommandation, un heuristique pour dire aux gens d'essayer de prendre un recul, puis comme ultimement, c'est une minorité, mais il y a des gens potentiellement dans le mouvement qui vont valoriser d'autres choses que la sentience, comme préserver la nature, disons, ou d'autres trucs qui ne sont pas sentients, mais qui vont avoir une valeur intrinsèque pour certains individus. Là. Donc, c'est plus... c'est plus peut-être pour enlever des discriminations que les gens ne vont pas nécessairement supporter s'ils réfléchissent, une fois qu'ils vont avoir plus réfléchi à la question. Puis, ouais. Mais pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, certains critères auxquels on reconnaîtrait une valeur intrinsèque, comme, je ne sais pas moi, le thriving des écosystèmes serait considéré comme ayant une valeur intrinsèque, mais que d'autres choses que certaines personnes pourraient considérer comme ayant une valeur intrinsèque, comme la préservation du caractère laïque de nos institutions, pourraient être considérées comme ayant une fausse valeur intrinsèque. Ultimement, je ne pense pas que disons, la philosophie de l'altruisme efficace va... comme peut-être que fondamentalement, on a des valeurs qui sont différentes, puis c'est tout. Peut-être que c'est tout. Là. Fondamentalement, comme si on explore la question de est-ce que la moralité, c'est de quoi qui est objectif ou subjectif, ou ultimement, il n'y a pas de réponse... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse que tous les gens sont d'accord ensemble sur la réponse. Une raison pour laquelle la sentience, ça pourrait être un critère qui serait retenu, c'est parce que la sentience, c'est en fait le critère de... Il y a des gens. Ouais. Quand il y a de la sentience, il y a des gens à cet endroit-là, puis on va s'intéresser à tous les gens parce qu'il y a des gens là-bas. Mais, mettons, la diversité des écosystèmes, c'est pas avoir des gens, ou la laïcité de nos institutions, c'est pas avoir des gens. Ou il existe des gens à l'extérieur de ça, alors qu'il n'existe pas de gens à l'extérieur de la sentience. Mm-hmm. La question, ça fait juste apporter à pourquoi les gens sont importants. En fait, l'idée, c'est que tu t'intéresses à tout. Comment? L'idée, c'est que tu dis, on va s'intéresser à tout.
Ou une autre façon de formuler, peut-être, c'est quelque chose est mauvais juste si c'est mauvais pour quelqu'un. Puis, ouais. Donc, il y a différents cadres éthiques possibles, puis ça va un peu rejoindre la question que tu me demandais. OK, ça, c'est 3 cadres moraux qui sont très populaires, qui sont beaucoup étudiés en philosophie. Il y a le conséquentialisme qui va juger la valeur d'une action basée sur ses conséquences. L'éthique de la vertu qui va baser sur l'intention ou les vertus que l'individu émane en faisant des actions. Puis une approche déontologique qui va être une approche de règles, donc des règles strictes que la personne doit suivre. Donc, pour donner un exemple simple, disons, quelqu'un qui est conséquentialiste n'aura pas d'objection morale à manger de la chair animale si ça ne cause pas une pression économique pour avoir plus d'animaux qui sont exploités. Donc, par exemple, si un morceau de viande est jeté dans la poubelle, bien, un conséquentialiste n'aurait probablement pas d'objection à le consommer. Une approche déontologique pourrait être, par exemple, une règle de jamais manger de la chair animale, peu importe. Puis une approche vertueuse, là, ça peut changer selon les vertus qu'on met en valeur. Un autre aspect qui peut varier d'individu pour les valeurs morales, c'est savoir si une moralité négative ou positive. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont, à un extrême, la priorité pourrait être juste de réduire la souffrance, sans préoccupation pour augmenter le bonheur. Donc, ces individus-là vont beaucoup être portés à réduire le nombre d'êtres vivants pour réduire la souffrance qu'il y a dans le monde. Puis, si un animal est heureux 90% de sa vie, puis malheureux 10% de la vie, bien, quelqu'un qui a une moralité extrêmement négative sur cet axe-là va être beaucoup plus porté à réduire la souffrance qu'à augmenter le bonheur. Puis de l'autre côté de l'axe, il va y avoir les deux questions qui vont venir en jeu, voir est-ce que le trade-off vaut la peine de créer une nouvelle vie pour les bonnes choses que ça apporte à l'animal versus les mauvaises choses que ça lui apporte. Allô? Puis un autre axe où est-ce que les valeurs peuvent différencier d'individu en individu, c'est savoir si la seule chose qui est une préoccupation, c'est le bonheur et la souffrance, ou il peut y avoir d'autres valeurs qui rentrent en compte dans les prises de décision, comme les connaissances que la personne a, les relations qu'elle a, sa longévité. Donc, une approche qui va être plus diversifiée au point de vue des valeurs. Puis l'altruisme efficace prescrit aucune prescription par rapport à ces questions-là. C'est inclusif pour toutes les perspectives. Il va y avoir une très grande partie des gens qui vont être conséquentialistes, puis qui vont essayer de maximiser l'impact positif de leurs conséquences. Mais il va aussi avoir des gens qui vont pas faire ça constamment, mais il va y avoir une raison qui va être plus du côté de la vertu, par exemple, pour vouloir faire de l'altruisme efficace à certains niveaux dans sa vie. Donc, je vais explorer. Oui? Oui, ça n'a pas répondu à ma question. Okay. Parce que c'est vraiment important de choisir son cadre éthique, choisir ses valeurs, pour savoir quelle charité, par exemple, produisent le plus de cette valeur-là. Fait que parce qu'il n'y aura pas le choix en altruisme efficace de faire des choix, justement, pour quelle théorie, quelle valeur. Puis comment on les fait, ces choix-là? C'est pas une question empirique, on ne peut pas aller dans la nature puis observer que c'est le plaisir la seule valeur intrinsèque. Genre, comment on fait en altruisme efficace? Est-ce qu'on attribue des pourcentages de chances d'être correct au conséquentialisme, moins de chances d'être correct à l'éthique de la vertu, qu'on fait comme probablement le conséquentialisme vrai? Ça, c'est une question un des fondateurs du mouvement, William MacAskill, il a fait, je pense, sa thèse de doctorat sur la question d'incertitude morale. Donc, il y a peut-être deux questions que tu soulèves. Il y a le niveau métaéthique, c'est-à-dire quel mécanisme, quel processus on utilise pour déterminer c'est quoi notre cadre éthique puis nos valeurs éthiques. Puis après ça, si on arrive à une conclusion qu'on est encore incertain,
comment est-ce qu'on peut raisonner à propos de cette incertitude-là? Puis ouais, il n'y a pas de consensus, là, puis il y a plusieurs suggestions, là, mais une des suggestions, ça serait de traiter les différentes incertitudes morales comme étant différents individus qui sont en toi, dans toi pour prendre les décisions, puis les faire voter sur les décisions, puis quand ça serait beaucoup plus avantageux pour un cadre éthique, puis ça serait indifférent pour un autre cadre éthique, bien, le favorisant un cadre éthique, vice-versa. Mais ouais, les mots-clés pour c'est incertitude morale pour approfondir cette question-là. Je vais explorer quelques biais cognitifs qui vont nuire qui peuvent nuire à notre jugement quand il vient le temps de prioriser des interventions. Je vais juste en nommer quelques-uns pour vous donner des exemples concrets que c'est vraiment quelque chose qui se passe. Mais il y en a plusieurs autres qui vont jouer un impact. Un des biais cognitifs va être ce qui s'appelle l'insensitivité quantitative. Donc, quand on parle de nombres immenses de souffrances ou d'impacts qui se passent, on va pas avoir la réaction émotionnelle calibrée par rapport à ça. Si je vous dis que 10 millions d'êtres qui souffrent, ou 100 millions, ou 1 milliard, dans notre tête, ça va juste être traduit comme étant beaucoup. Puis quand ils ont fait des études, puis qu'ils ont justement demandé aux gens comment ils étaient prêts, par exemple, à donner pour sauver 2 000, 20 000 ou 200 000 oiseaux, les gens vont souvent dire un montant très, très similaire, peu importe l'ordre de magnitude. Donc, c'est important de vraiment, quand on prend la prise de décision, d'avoir toutes les alternatives, un à côté de l'autre, pour pouvoir comparer. Un autre élément qui peut affecter notre prise de décision, c'est la façon dont les données vont nous être présentées. Ici, c'est l'effet de cadrage. Donc, une situation était proposée à deux groupes d'individus. La situation, c'était qu'il y avait 600 personnes qui étaient à risque de mourir, puis il y avait le choix entre deux interventions, soit une intervention, puis dépendamment de la façon que la proposition, que le problème était posé aux gens, les gens vont répondre, vont choisir une intervention différente. Donc, dans le premier groupe, le groupe positif, on leur disait que l'intervention A allait sauver 200 vies sur les 600 personnes, puis que l'intervention B allait avoir 33 de chance de sauver 600 personnes et 66 de chance de sauver personne. Puis, dans le deuxième groupe, où est-ce qu'on avait le cadre inverse, on mettait l'attention sur les gens qui allaient mourir au lieu des gens qui allaient vivre. On disait, soit l'intervention A, 400 personnes sur les 600 vont mourir, ou l'intervention B, 33 de chance que personne meure. Même si c'est équivalent, dans les deux scénarios sont équivalents, l'effet de cadrage change ce que les gens vont choisir en général. Donc, dans la première situation, l'option sauver 200 vies était beaucoup plus populaire, mais dans la deuxième option, les gens aiment mieux prendre une chance de sauver tout le monde. Puis, oui? Est-ce que l'effet de cadrage s'explique par un autre biais cognitif qu'on appelle l'aversion perte? Je ne sais pas, mais peut-être que tu sais. Dans le fond, l'idée, c'est que l'aversion perte, c'est un phénomène où est-ce que les humains ont une tendance conservatrice à ne pas vouloir perdre des choses. Puis que l'idée, c'est que on tend à être beaucoup plus défensif. Mettons que j'ai un ordinateur mettons que j'ai un ordinateur qui vaut 200 $, puis que j'ai un contrat, j'aurais un contrat qui me permettrait d'aller en obtenir 400 $.
mais si je suivais le contrat, ben, genre, mon ordinateur serait probablement détruit parce qu'il faudrait que, genre, que je le transporte, puis il y aurait des chances d'être détruit, mais que j'aurais le 400 puis je pourrais m'en acheter un autre. Beaucoup de gens protègeraient leur ordinateur par rapport à obtenir un contrat en se disant, ben, genre, je vais être capable de m'en acheter un autre au pire, parce que c'est pas trop grave. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il y a beaucoup de personnes, surtout des gens qui ont des armes, quand il y a une personne qui s'introduit, si on leur présente un scénario que quelqu'un s'introduirait dans leur maison pour leur voler des biens matériels, plutôt que de rester caché puis d'éviter la confrontation avec la personne, serait prête à risquer une confrontation pour protéger leur bien matériel, quitte à mettre leur vie en jeu. L'idée, c'est que les gens ont vraiment comme surestiment la valeur de perdre quelque chose par rapport à la valeur d'obtenir quelque chose de nouveau. Oui, c'est probablement relié, oui. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui semble s'expliquer dans la... En fait, le loss aversion prédit la répartition des gens dans l'effet de cadrage. Si on dit, les gens évitent la situation, est-ce qu'on fait le focus sur les gens qu'on va perdre? Oui, bon point, merci. Oui, puis aussi, disons, un problème jouet que je trouve intéressant à considérer, c'est pour voir comment les gens sont aversifs à prendre des risques, du moins lorsqu'il vient d'une question d'altruisme. Par exemple, si on regarde de notre perspective puis qu'on a le choix entre deux interventions, une intervention où est-ce qu'on est sûr de pouvoir sauver une vie ou 50% sûr de pouvoir sauver 3 vies, il y a des gens qui... Peut-être qu'émotionnellement, c'est difficile ça ressemble trop à du gambling d'aller vers la deuxième option, puis on va aimer mieux d'avoir une option garantie. Mais si on regarde du point de vue des personnes qu'on aide, de leur point de vue, eux, dans le scénario A, un individu quelconque va, dans l'intervention A, va avoir 33% de chances d'être sauvé. Tandis que dans l'intervention 2, du point de vue des individus qu'on aide, ils vont avoir 50% de chances d'être sauvés. Donc, c'est de quoi de garder en tête quand on veut, quand on a des interventions qui sont plus risquées. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme la motivation, par exemple. Si on investit beaucoup d'argent dans des interventions incertaines, ça peut jouer sur la motivation de vouloir continuer à aider, mais c'est quand même un facteur qui est intéressant à garder en tête. Puis, pour être capable de comparer ces différentes interventions-là, des interventions risquées avec des interventions plus certaines, il y a un concept qui s'appelle l'espérance mathématique, qui correspond à multiplier l'impact qu'une intervention aurait, multiplié par la probabilité que cet impact-là se réalise, se concrétise. Donc, dans le scénario 1, on aurait 100% de chance de sauver une vie, on aurait une espérance mathématique de 1 vie. Dans le scénario 2, on aurait 50% de chance de sauver 3 vies, plus 50% de chance de sauver 0 vie. On aurait une espérance mathématique de 1,5 vie. Donc, si on accepte d'utiliser purement l'espérance mathématique, ben dans ce scénario-là, on devrait prioriser la deuxième intervention. Ça, c'est une citation que je trouve vraiment intéressante, donc je vais vous la partager. Par rapport à l'émotion qu'on peut ressentir quand on a l'impression de gambler avec des vies, Eliezer Yudkowsky dit « Vous savez quoi? Ce n'est pas à propos de vos sentiments. Une vie, avec toutes ses joies et toutes ses peines, accumulées au cours de décennies, vaut bien plus que le sentiment de confort ou de malaise que votre cerveau a avec un plan. Est-ce que le calcul de l'espérance mathématique vous semble trop froid à votre goût? Eh bien, ce sentiment ne vaut pas une plume quand une vie est en jeu. Fais juste te taire et multiplie. » C'est un peu provocatif, mais je trouve que c'est intéressant pour montrer à quel point ça peut avoir un impact significatif. Maintenant, je vais proposer un cadre décisionnel qui est souvent utilisé, trois heuristiques simples qui vont être utilisés pour évaluer des causes
dans les organisations d'altruisme efficace. Un des éléments qui va être abordé, ça va être l'importance du problème. Donc, savoir si le problème il serait réglé, ça serait quoi l'impact sur le monde? C'est quoi la magnitude du problème? Combien d'individus qui sont touchés par le problème? C'est quoi la sévérité du problème? Les individus, ça les impacte à quel point? C'est quoi la probabilité que ce problème-là soit réel? Donc, si on a peur, par exemple, que le réchauffement climatique cause une extinction, bien là, l'élément de probabilité va venir en compte parce que c'est pas de quoi qu'on peut observer présentement. C'est plus que c'est loin dans le futur, plus qu'on peut rajouter des éléments de probabilité. Puis, quatrième élément qui peut entrer au niveau de l'importance, c'est à savoir le poids moral qu'on attribue aux individus qui sont aidés. Un deuxième critère qui va être utilisé, c'est à savoir la tractabilité du problème ou à quel point le problème peut être solvable. Donc, est-ce qu'on a des idées de comment approcher le problème? Est-ce qu'on a des pistes de recherche ou des interventions qu'on sait sur lesquelles on peut faire du progrès pour résoudre le problème? Puis finalement, est-ce que ces opportunités-là sont déjà... Est-ce qu'il y a déjà de l'argent qui est mis pour financer ces interventions-là? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui travaillent sur ça? Est-ce que les projets existent déjà? Ou est-ce que c'est une cause où est-ce que très peu de personnes travaillent? Donc, il y a beaucoup plus de place à avoir un impact si on va travailler dans cette cause-là. Vu que c'est une présentation sur l'altruisme efficace par rapport à la cause animale, je trouve que pour aborder l'aspect d'importance, j'aime le concept du cercle d'empathie. Donc, le cercle d'empathie, c'est un concept qui... à savoir, c'est quel être qu'on inclut dans nos préoccupations morales. Donc, est-ce qu'on va inclure, comme on parlait d'impartialité plus tôt, est-ce qu'on va inclure des gens qui sont différents de nous selon certains critères? Puis on peut faire le saut vers aussi vouloir aider les animaux qui sont non humains. Mais est-ce que c'est où qu'on devrait tracer la ligne par rapport à ça? Donc, j'aimerais explorer cette question-là. Donc, tous les animaux que... Oui? J'aimerais faire le point que la position de génération future dans les cercles de considération morale peut être placée à n'importe quel endroit. On n'est pas obligé de la placer là spécifiquement, en fait. En fait, ce serait quasiment mieux d'avoir comme en deux dimensions, puis d'avoir les générations futures sur une autre dimension complètement que les autres cercles, parce que il existe ma famille présentement, mais mes descendants, ce serait comme les générations futures, où il y aurait comme moi, puis moi dans 70 ans, ben là, ce serait les générations futures de ce cercle-là, où les générations futures, c'est la tendance future de tous les futurs, tous les humains vivants. Mais on pourrait aussi dire les générations futures des animaux. On pourrait aussi dire les générations futures de toutes les choses vivantes, le futur ou la pérennité des écosystèmes, voire le futur puis la pérennité de la planète. On peut placer la génération future à... Oui, bon point. Puis on pourrait même rajouter d'autres axes potentiellement, comme s'il y a des civilisations extraterrestres qui sont intelligentes, ben peut-être qu'on veut rajouter, peut-être que c'est un autre axe ou d'autres caractéristiques potentiellement. Donc, ici, si on regarde l'ampleur du problème des animaux terrestres qui sont exploités par les humains présentement, on peut voir que la grande majorité des individus qui vont être touchés vont être des poules ou d'autres animaux qui vont être enfermés en élevage industriel. Il y a deux façons qu'on peut avoir ces données-là. On peut soit considérer ces données-là en fonction du nombre d'animaux qui meurent à chaque année, ou si ce qui nous préoccupe le plus, c'est la mort des animaux,
ou on peut considérer les populations qui sont existantes à un moment donné. Donc, étant donné que la durée de vie d'une poule d'élevage est beaucoup plus faible, beaucoup plus petite, si on utilise la population actuelle versus le nombre de morts, le graphique montrait une population plus petite pour les poules, mais ça donne quand même un aperçu général. Puis, on peut voir que tout ce qui est refuge, vêtements ou même divertissement ou les animaux de compagnie, le vétérinaire, aider les vétérinaires, toutes ces considérations-là, c'est une partie infime des animaux qui sont exploités par les humains présentement. Oui. Les animaux à quoi de sexe sont exclus? Ah, je vais les inclure. J'agrandis le cercle de morale tranquillement. OK, parce que c'est pas le même cercle, genre. Peut-être que juste en mettant les slides comme ça, je fais un assumption qui est faux. Mais la raison pourquoi je ne les ai pas inclus présentement, c'est en général, on dirait que les gens ont plus de la misère ou c'est une préoccupation qu'ils ont moins. Donc, je vais tranquillement. Dans la cause animale, on dit souvent que c'est exclu. On oublie souvent genre, les animaux à cause de ça. Oui, je suis d'accord. Puis je vais. Tu dis que c'est souvent oublié, c'est ça? Les gens qui défendent la cause animale, souvent, Right. même dans les gens, dans les militants, souvent, c'est les animaux à cause de sexe sont oubliés. Right. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est essayer de remettre de la montre. Right. On verra même pas les poules sur les Right. Right. Genre, la première étape que j'essaie de convier, là, c'est comme, OK, peut-être que les animaux pour refuge, c'est comme trop dans la priorité dans le mouvement animal. Puis peut-être qu'on devrait le descendre la priorité puis augmenter les animaux de ferme. Puis après ça, la deuxième étape, ça va être, mais peut-être que les animaux de ferme, en fait, terrestres, c'est moins important que les poissons parce que c'est des ordres de magnitude plus grands. Ouais. C'est vers là que je m'en vais. Je sais pas. OK, j'ai mélangé 2 slides, mais ouais, ça, c'est les ressources qui sont présentement mises pour aider les animaux qui sont exploités par les humains. Donc, 70 vont aller vers des refuges animaux, même si on a vu que c'était une fraction infime des animaux qui étaient exploités par les humains. Puis, il va y avoir seulement 0,8 qui vont être directement focusés sur l'alimentation. Le 32 autres % vont avoir soit un ensemble d'interventions larges ou vont attaquer d'autres problèmes comme les animaux utilisés pour les vêtements ou dans l'industrie du divertissement. Ça, c'est les refuges pour chats-chiens, j'imagine? Parce Ouais. que c'est pas les refuges comme poules. Oui, bon point. Ouais. C'est juste pour les chats et les chiens. Oui. Ouais. Puis l'autre facteur dans le critère d'importance qu'on pourrait tenir en compte, c'est pas juste la quantité de la population, mais le niveau de la qualité de vie des individus. Donc, par exemple, les poules ont des droits beaucoup moindres, ils sont beaucoup moins protégés légalement que les vaches, puis ils vont avoir des conditions de vie beaucoup plus atroces en général. Donc, ça, c'est un autre critère qu'on peut utiliser pour notre prise de décision. Après ça, si on rajoute les poissons qui sont consommés par les humains dans notre graphique, on voit que tous les animaux que j'avais parlé avant, ça devient juste la petite barre verte. Puis maintenant... C'est consommé par les êtres humains, parce que la majorité de la pêche, c'est pas les êtres humains qui consomment. Tu dis, La majorité de ce qui est sorti de l'océan, c'est même pas les êtres humains qui consomment la majorité. est-ce que tu es sûr? Je pensais avoir vu l'information inverse. Au contraire, non, j'ai OK. vu comme quoi que c'était genre que la majorité allait genre nourrir les animaux, OK. dont les animaux compagnie. OK. Je suis pas certain, mais je pensais avoir vu que c'était aux alentours de 80 qui était par la consommation humaine, mais je pourrais avoir tort, là. Je suis pas certain. Je pense que ça l'inclut... Mais je pense que ça inclut aussi les poissons qui sont utilisés pour nourrir des animaux. Parce que, ultimement, c'est pour nous qu'on fait ça quand même. Puis, OK, maintenant, je veux considérer une autre classe d'animal qu'on peut peut-être oublier parfois de considérer. C'est les animaux qui vivent dans la nature.
Puis là, ça rajoute une grande complexité au problème parce que avoir des interventions dans la nature va rajouter, va avoir plusieurs autres effets potentiellement secondaires, puis des gens qui vont s'opposer à ça aussi parce qu'ils vont valoriser, préserver la nature pour diverses raisons. Donc, ce que j'aimerais, c'est essayer de différencier les objections qu'on peut avoir à réduire la souffrance dans la nature, séparer des objections qui vont être morales, puis des objections qui vont être plus épistémiques, c'est-à-dire savoir si on est en désaccord avec une intervention parce qu'on pense qu'il va y avoir des effets secondaires ou qu'on est en désaccord avec une intervention parce qu'on pense que les effets directs sont intrinsèquement non désirables. Donc, si on essaie d'isoler un exercice que je fais souvent pour essayer de différencier les deux, c'est d'essayer de créer une expérience de la pensée qui va isoler les autres variables, puis essayer de juste focusser sur un problème simple pour essayer d'introspecter sur nos valeurs. Donc, disons qu'on est dans une situation où est-ce qu'un renard s'apprête à tuer un lapin dans la nature, puis on a l'option de lui donner un repas vegan à la place. Puis qu'il n'y a aucune autre conséquence externe par rapport à ça, à part que le lapin continue à vivre. On peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire? Alors, une question. Oui. Il y a des animaux qui ne se nourriront pas de végétaux. Les autres, leur alimentation, c'est Les carnivores. Oui. Donc, disons, imaginons, c'est hypothétique, c'est peut-être que ce n'est pas plausible comme scénario, mais juste pour essayer d'introspecter sur nos valeurs, imaginons qu'on est capable d'avoir, disons, des robots qui vont aller donner de la nourriture végane. Disons, il y a de la recherche qui est faite présentement en agriculture cellulaire pour imiter de la viande animale en laboratoire. Imaginons qu'on est capable de reproduire de la viande animale en laboratoire puis de la donner aux carnivores dans la nature pour les nourrir. Mais le monde a été créé que le fait de l'un se nourrit de l'autre, de l'autre, de l'autre, c'est pas qu'on veut changer comment ça s'est Si créé. on veut le changer, c'est parce qu'on pense que c'est mal. Donc, il y a peut-être... Ça a mal été créé. C'est ça. Genre, le principe de base, quand on rentre dans la notion qu'on va faire l'intervention dans la nature, c'est qu'on pense que la nature est fondamentalement mauvaise. Il y a des erreurs dans la nature. Okay, parce que comme moi, j'ai pensé que, mettons, il y a des animaux qui sont là pour nous nourrir, tu sais, si on recule bien longtemps. Donc, il y a deux questions qu'on Mais peut... je suis pour la façon dont c'est élevé aujourd'hui, mais s'il est élevé dans la nature, qu'à un moment donné, il arrive en fin de vie, il est là pour nous nourrir. Parce que là, il y a une trop grande consommation de viande, mais... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par qu'il est là pour nous nourrir? Ben, Ouais, tu veux dire qu'il est ben, moi, là je pour sais que nous nourrir. chaque chose sur la Terre a ses fonctions. Ça pour ça. Tu sais, comme, mettons, un jardin, il y a des fleurs, l'abeille est là pour pas bon, tu sais, que ça peut... Bon, chaque chose a une utilité. Donc, moi, je me dis, si les animaux, eux autres, je suis pas bonne là-dedans, là, mettons, le loup mange ça, lui mange ça. Bon, ben, moi, je pense que nous, quand, dans le temps, si on mangeait des légumes, ça travaillait fort, tu sais. Fait que je pense que oui, il y avait des vaches ou des... Je pense que ça allait exister parce que ça avait une utilité, tu sais, Utilité par rapport à quel but? ben, je pense qu'il faut vraiment avoir une alimentation variée, puis on va chercher de quoi dans tout, puis je pense que dans le temps, si ça serait Non, mais ça Donc- répond pas à la question. Utilité par rapport à quel but? ben, de notre survie. Donc, par exemple, un truc que j'aime faire quand que ce genre de questions-là vient... Mettons, il y avait besoin de la force, est-ce qu'il aurait pu être aussi fort à manger juste de la salade? Oui, donc il y a plusieurs questions qui rentrent en jeu quand on veut considérer ces questions-là. Puis pour essayer de simplifier le problème, pour être capable de différencier, j'aime créer des expériences de la pensée où est-ce qu'on va juste aborder un élément à la fois, au lieu d'aborder tous les éléments en même temps pour simplifier le problème. Donc si on pourrait, par exemple, on a un scénario extrêmement simplifié. Donc toi, tu dis, si tu étais la personne, tu ne donnerais pas le repas vegan, puis tu regardais le renard. J'inventerais une fausse viande. Disons- Si disons- c'était naturel, tu Disons que manges le lui. point
inventé, tu l'as déjà comme devant toi. C'est pas un scénario plausible. Là. Disons, faisons juste imaginer. Est-ce que tu dirais, est-ce que tu préférais que le renard mange le lapin, même si, disons, hypothétiquement, que ça aurait le même apport nutritif, puis les autres variables, les autres conséquences sont contrôlées, là, sont les mêmes. Donc, il y aurait le même apport nutritif si tu donnes l'autre aliment. Est-ce que tu donnerais l'aliment ou tu laisserais le renard manger le lapin? Mais moi, je laisserais le renard manger le lapin parce que c'est ça qui était Donc, la chaîne alimentaire. Ouais. donc- Même pas aujourd'hui, je pense, mettons, le kiwi a été inventé par des sections. ouais, d'un gène d'un, de l'autre. Ben, je n'aurais pas été pour la création de ce fruit-là. Moi, c'est un qu'est-ce qui... Donc, c'est une valeur intrinsèque de préserver. Quand on fasse des génétiques, là. Donc, pour toi, c'est une valeur intrinsèque de préserver la nature, même si ça va avoir des coûts sur la souffrance des animaux ou d'autres facteurs. OK. C'est sûr que je vais être triste si je vois un film et que je vois un animal se faire dévorer par un autre animal. Ça me touche. Mais dans le fond, c'est comme naturel. Mais si je ne veux pas allonger pour cette question-là, juste, puis je ne cherche pas à ce que tu sois complètement cohérente ou moi-même à être complètement cohérente, mais tu sais, si on peut promouvoir le non-interventionnisme, il faut aussi regarder comme nous-mêmes en tant qu'espèce, qu'est-ce qu'on a choisi de faire de manière naturelle ou pas naturelle. Puis on peut le dire, en tant qu'humain, on est un petit peu à côté de la plaque en ce qui a trait à de la nature. Fait à quelque part, quand on décide de ne pas intervenir ou d'intervenir en nature, on pourrait peut-être regarder aussi ce qu'on fait pour nous-mêmes ou ce qu'on a déjà fait par le passé, parce que je ne suis pas sûre que se promener en voiture, Ouais. ça soit naturel. Je pense que c'est vraiment un cas différent de, genre, il y a une prédation naturelle versus les animaux sont en train de mourir parce qu'il y a un déversement de pétrole. Comme, on n'est pas dans la, c'est pas la faute aux humains qui les renards mangent le lapin. Fait que genre, je suis pas convaincu que c'est ça, comme, oui, si on est dans la notion de genre, shit, genre, il y a tous ces animaux-là qui ont des comportements qui ont comme genre pas rapport parce qu'il y a du pétrole qui est comme rentré dans leur gène, puis là, ils ont commencé à muter, puis ils commencent à faire des affaires toutes dégénérées. Genre, comme, il y aurait comme quelque chose à se poser par Mais j'ai rapport pas à ça. parlé d'intervention, de pollution sur la chaîne alimentaire ou quoi que ce soit. J'ai juste dit que nous-mêmes, on fait des choix non naturels. On essaye, tu sais, on vole au-dessus de l'océan. C'est pas très naturel quand on le regarde. Il va- C'est juste de, peut-être. Je pense que, ouais, dans le fond, on devrait peut-être Il va y avoir une. des choses comme ça, qui a un impact sur la nature, qu'avant de commencer à changer. Non, c'est parce que là, on est en train de se poser Je vais juste proposer. Je vais proposer qu'il va y avoir une période de discussion à la fin, puis je propose que de ramener la discussion à la fin. Est-ce que tu voulais faire un point brièvement avant? OK, c'est bon, merci. Un autre, je ne vais pas vous demander de répondre mais une autre expérience de pensée qu'on pourrait avoir, c'est disons qu'il y a une industrie qui dit moi, je vais couper une forêt pour établir mon industrie, puis ça, c'est non négociable, ça va se passer. Sauf qu'ils vont consulter avec un comité d'éthique à savoir quelle forêt qui a le moins grand impact négatif à être coupée, puis que l'industrie vient nous voir, puis nous demande en 2 forêts, puis une forêt contient, disons, énormément de souffrance animale dans la nature. Disons que c'est démontré, c'est un scénario hypothétique. Là. Disons que c'est démontré à notre satisfaction qu'un scénario contient beaucoup d'animaux qui sont constamment en train d'avoir froid, d'avoir faim, puis qu'il y a beaucoup de prédation qui se passe, ou une autre forêt que ça, c'est moins prévalent. Si toutes autres choses sont égales, puis qu'on doit dire, qu'on se fait demander notre opinion, est-ce que là, c'est un scénario où est-ce qu'on a quand même réussi à isoler d'autres variables, puis qu'on pourrait essayer de se prononcer sur la question de savoir si, quel scénario qu'on préfère. Souvent, quand on va penser à des animaux, on va penser à des animaux qui sont similaires aux humains, dans le sens qu'ils vont avoir très peu de progéniture, puis qu'ils vont vivre une longue vie, puis le taux la quantité d'individus qui vont se rendre jusqu'à la reproduction va être élevé. Mais il y a beaucoup de petits animaux qui vont avoir un processus de sélection inverse,
où est-ce ils vont créer une population énorme de progéniture. Puis la plupart de ces individus-là vont mourir dans de quelques jours, quelques semaines. Souvent, ça va inclure du cannibalisme entre les individus ou des individus qui vont mourir de faim. Il va y avoir extrêmement beaucoup de compétition. Puis probablement la majorité de la souffrance dans la nature va se situer vers les animaux qui ont ce mécanisme de sélection-là. Ouais. Donc, si on rajoute à notre graphique de tantôt qu'il y avait les poissons, tous les animaux qu'on consomme viennent de disparaître du graphique, on ne les voit plus. C'est une fraction trop minime. Là, on a les vertébrés terrestres qui sont 1 puis les vertébrés marins qui sont 98,8 en quantité d'individus. Puis là, on peut même inclure des non-vertébrés qui, encore une fois, vont dominer de plusieurs ordres de magnitude, comme les insectes, par exemple. Mais là, il y a une autre question qui doit être explorée, c'est est-ce qu'on veut inclure les insectes dans notre cercle d'empathie? Est-ce qu'ils méritent une préoccupation morale? Puis ça, c'est une question complexe qui est recherchée, puis il n'y a pas de consensus, mais il semble avoir plusieurs. La question ne semble pas évidente. Il semble avoir plusieurs facteurs qui semblent des mécanismes de souffrance que les insectes ont qui semblent vraiment similaires à des mécanismes de souffrance que nous, on va avoir ou que d'autres animaux vont avoir. Je peux me permettre Oui. une autre question. Si, nous, on ne mange plus aucun animal, on fait attention aux animaux. On ne veut plus que les animaux se mangent entre eux autres, on leur crée une nourriture. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas une surpopulation d'animaux? OK. En fait, si on enlève la pression économique pour créer plus... La plupart des animaux... Pour les animaux terrestres, la plupart des animaux, c'est des animaux qui vont être élevés et non des animaux qui vont être chassés. Donc à ce niveau-là, si on arrête d'élever des animaux, il ne va pas avoir de surpopulation, on va juste arrêter de les reproduire. Au niveau des poissons, si on ne consommerait pas de poissons, un des éléments potentiels... OK, ça c'est... là, je rentrais dans un bout peut-être plus émotionnel pour les gens, autant les gens qui sont dans la cause animale que les gens qui sont pas, puis peut-être un peu plus controversé. Mais si on surpêche le poisson, ça peut potentiellement diminuer la population des poissons dans les océans énormément. Puis au lieu d'avoir une surpopulation, on va avoir une population extrêmement faible. Puis en surconsommant le poisson, ça se pourrait qu'on réduise la souffrance animale dans la nature, parce qu'il y a moins de poissons qui peuvent se reproduire. Donc, c'est pas une question qui est résolue là, présentement, c'est une question qui est encore recherchée. Mais ouais, on est incertain là. Ça se pourrait que d'artificiellement réduire les populations soit un impact positif. Une autre question qu'on peut évaluer, c'est à savoir, disons, si on élève un bœuf, ça va demander de couper beaucoup de forêts pour... spécifiquement, disons, un bœuf qui est nourri à l'herbe, ça va nécessiter de couper des forêts, puis d'avoir des semences pour nourrir l'animal. Puis ça réduirait potentiellement la population d'insectes significativement. Puis dépendamment du poids moral qu'on assigne aux insectes, ça pourrait être réduire si on fait juste regarder ce problème-là isolé, il y a d'autres facteurs qu'on devrait tenir en compte dans notre prise de décision, mais si on fait juste accepter ce problème-là isolé, ça se pourrait que quelqu'un qui consomme un bœuf réduise la souffrance totale parce que ça va réduire la population d'insectes, puis ça se pourrait que les insectes aient un niveau de vie avec beaucoup plus de souffrance qu'un bœuf qui nourrit à l'herbe, par exemple. Mais même si on tient ça en compte, même dans cette perspective-là, il y a des choses
qu'on est encore pas mal sûr qu'ils sont négatifs. Par exemple, au niveau des poules, ça ne semble pas avoir un impact sur la population d'insectes de façon significative. Fait que même dans cette perspective-là, ça restera encore négatif. Manger des insectes, évidemment, dans cette perspective-là, ça sera encore mauvais. Les poissons, on serait incertain. Puis certains types de bœufs seraient potentiellement net positifs. Sauf qu'un autre facteur qu'on peut tenir en compte, c'est peut-être que ça rendrait le message des gens véganes plus difficile à communiquer. Puis peut-être que là, ça aura un impact négatif. Peut-être qu'on veut aussi tenir en compte, est-ce qu'on veut simplifier un peu le message, puis juste quand même éliminer cet aliment-là, cette exception-là, juste pour simplifier le message. Puis souvent, ça va être une porte d'entrée de l'alimentation vers la cause animale. Donc peut-être qu'on veut garder cette porte d'entrée-là. Mais il n'y a pas possibilité aussi de quand même réduire, si notre but c'est de réduire la population, de la réduire autrement qu'en élevant des bœufs. Genre, il devrait y avoir une solution quand même qui permet de sauver les deux. Ben, de réduire la souffrance dans notre cas, puis de sauver le bœuf. Oui. Ouais, on pourrait juste décider d'acheter des forêts puis de couper les arbres, puis juste pas mettre de bœuf sur ces terrains-là. Là, on peut aussi, un autre élément qui peut rendre en compte, c'est quoi le coût d'opportunité. Donc, disons, c'est quoi le contrefactuel? Ça veut dire, c'est quoi qu'on aurait fait autrement? Si on ne mange pas de bœuf, c'est quoi qu'on mange? Si on décide de manger de quoi qui coûte le même prix, puis qu'on doit payer ces ressources-là d'une façon ou d'une autre, ben là, l'alternative d'acheter une forêt puis de couper les arbres n'est pas vraiment là parce qu'il faut que je me nourrisse avec ces ressources-là. Mais si tu dis, mais il y a une alternative qui coûte moins cher, bien là, peut-être que tu devrais acheter l'alternative qui coûte moins cher, des légumineuses, disons, puis de donner le différentiel d'argent à une cause animale qui... Dans le fond, ce qu'on veut, pourquoi que ce qui est important, c'est d'arrêter de le raser parce que ça fait qu'il ne se reproduise pas après, contrairement à si tu mets un insecticide ou quelque chose comme ça, puis là, ça fait qu'il y en a qui mourraient, mais il y en a qui pourraient quand même continuer à se reproduire. C'est pour ça qu'on parle de raser complètement. Oui, en fait, si tu remplaces une forêt par de l'asphalte, il y a d'autres trucs à tenir en compte là, dans ces scénarios-là, mais si tu remplaces une forêt par de l'asphalte, ben, tu vas réduire la population d'insectes et d'animaux énormément. La journée que tu vas faire cette intervention-là, il y a possiblement beaucoup d'animaux qui vont mourir, mais après ça, les décennies qui vont venir, il y a énormément d'animaux qui vont pas venir en existence. Puis souvent, la prémisse des personnes dans la cause animale qui sont véganes, c'est que ça ne vaut pas la peine d'emmener un animal en existence s'il va avoir une vie de souffrance. Donc ça a un mécanisme similaire de là, on peut dire, OK, si on accepte qu'il y a potentiellement beaucoup de souffrance dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne semble pas évident quelles interventions qui sont disponibles présentement. Une intervention qu'on pourrait faire, c'est de la recherche. Oui. Go Greens. Quoi? Dans le fond, c'est qu'on provoque le Grey Goo scénario, qui est un scénario d'apocalypse, où est-ce que, dans le fond, il y a des nanorobots qui sont programmés pour deux choses. En fait, ils sont programmés d'une part pour se répliquer eux-mêmes avec des matériaux qui sont trouvés dans leur environnement. Puis ils sont programmés pour un autre part, c'est de faire runner un programme d'intelligence artificielle qui serait programmé pour l'extase. J'ai l'impression qu'on fait juste comme lâcher ça dans la nature, ça va juste comme tout péter, mais ça va maximiser la quantité de bonheur par atome sur la Terre. Right. Ouais. Donc, les deux codes morales qui viennent d'être proposés, c'est ça revient au code moral que j'avais mentionné initialement. Il y en a un qui se préoccupe, les deux codes morales qui étaient proposés se préoccupent juste de l'hédonisme, donc la souffrance et le bonheur. Un qui veut réduire la souffrance, donc si on détruit l'univers, il n'y a plus de souffrance. Puis l'autre, c'est si on se préoccupe juste du bonheur, bien, peut-être qu'on peut isoler la partie du cerveau qui peut avoir l'expérience de bonheur, puis juste transformer l'univers en ce truc-là. Ça semble assez absurde pour la plupart des gens, même s'il y a des gens qui prennent ces idées-là très, très sérieusement, puis il y en a beaucoup dans le mouvement altruisme efficace qui prennent ces idées-là très sérieusement, mais il y a aussi, ça semble aussi absurde, puis il y a aussi plusieurs personnes qui sont en désaccord avec ces deux approches-là, puis qu'il y a plutôt pour des approches qui vont
faire plus, qui vont être moins moralement contre-intuitifs. Ouais. Ouais. Donc, peut-être qu'on n'a pas la technologie pour avoir du grey goo ou faire d'autres interventions dans la nature qui vont être majeures. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire de la recherche fondamentale pour permettre aux générations du futur d'être capables d'implémenter certaines interventions quand ils vont avoir la technologie. Donc, certaines recherches fondamentales qui pourraient être faites, c'est essayer de déterminer quel type d'animaux qui sont conscients, puis quel type d'expérience qu'ils ont, quel type d'animaux qui vont souffrir le plus dans la nature, quel type de milieu vont avoir les plus grandes sources de souffrance, puis c'est quoi les effets environnementaux de différents milieux. Ouais. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que la recherche fondamentale, ça crée, la recherche des animaux, ça crée énormément de victimes, énormément de souffrance. Là. Puis surtout si ça se fait à grande échelle, genre chacun dans son pays, dépendamment des climats. Genre, je sais même pas si c'est comme. Ça les-tu mal. Est-ce que tu peux élaborer, s'il te plaît? Ben, que les tests faits sur les animaux qui seraient faits dans le but de des recherches fondamentales vont créer énormément de souffrance chez les animaux sur lesquels on teste, puis aussi beaucoup de morts, puis ces morts-là vont devoir être remplacées par d'autres animaux, puis ça va... Dans le fond, ma question, c'est est-ce que ça c'est vraiment la meilleure façon de trouver une alternative, de trouver une façon d'intervenir, parce que à la fin, ça va-tu faire plus de mal que de bien? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites présentement, puis j'ai l'impression que c'est des recherches qui sont souvent faites par des gens qui se préoccupent du bien-être animal, mais je sais pas, en fait. Il y a beaucoup de recherches fondamentales qui sont pas faites vraiment énormément. En fait, OK, je sais à quoi tu fais référence, là. Oui, c'est un bon point. Oui, on devrait être... si on veut financer de la recherche fondamentale, on devrait se préoccuper de ces questions-là. Puis là, ça va aussi dépendre de ton approche morale, là, si tu vas être plus conséquentialiste ou si tu vas avoir des règles déontologiques qui vont t'interdire, même instrumentalement, de causer la souffrance. Puis ouais, ça va dépendre... faudra faire des analyses coûts-bénéfices pour différents types de recherches. Là. Oups. OK. Une autre intervention qu'on peut faire dès maintenant, c'est sensibiliser les gens qui sont déjà sensibilisés à la cause animale, mais les sensibiliser à la souffrance dans la nature. Donc ça aussi, ça va avoir un effet de levier pour que dans le futur, on soit prêt à intervenir si, à un moment donné, on a des interventions qui deviennent disponibles. On pourrait altérer les écosystèmes dès maintenant. On le fait déjà constamment en s'industrialisant. On va altérer des écosystèmes, puis ça a certains effets secondaires comme ça, parfois. Là. Donc, peut-être que c'est trop prématuré pour se diriger vers ça. Puis il y a d'autres interventions à plus bas impact qu'on pourrait avoir, comme des insecticides qui vont moins faire souffrir les insectes. Parce que souvent, il va y avoir des insecticides qui vont prolonger, ils vont avoir une période, qui vont tuer les insectes de façon plus longue et atroce que ce qu'on pourrait faire si on se préoccupait de créer des insecticides qui vont tuer les insectes de façon plus rapide. Donc, ça, c'est une intervention potentiellement à basse impact, mais ça permettrait de commencer tout de suite à avoir un impact. Puis peut-être avoir des interventions concrètes ferait que les gens deviendraient plus enthousiastes à commencer à penser à ces enjeux-là. Présentement, tout ce que j'ai pu trouver qui se faisait, mais peut-être que j'en ai oublié, là, mais tout ce que j'ai pu trouver des groupes qui travaillaient pour allévier la souffrance des animaux sauvages. J'ai vu une organisation que c'était son focus principal, peut-être environ quatre organisations que c'était un de leurs focus majeurs ou secondaires, pour un total de 25 000 à 200 000 $ par année qui était investi pour ces interventions-là. Puis
en date de 2016, il y avait environ 50 publications dans des journaux par rapport à ces questions-là. Là, présentement, il y en a plus, je ne sais pas combien. Ça, c'est l'organisation que c'est son focus principal. Cette année, se sont fusionnés, Wild Animal Research et Utility Forum, qui étaient deux organisations, se sont fusionnés. Cette année, ils prévoient faire beaucoup de recherches fondamentales pour explorer des questions que j'ai mentionnées tantôt, comme les tailles de population, les dynamiques de population, si on enlève certaines espèces d'un environnement, puis d'autres questions par rapport à ça. Puis ils vont aussi essayer de faire de la promotion vraiment targetée sur certains groupes, dont les chercheurs, les philanthropes, puis les gens qui sont déjà introduits à la cause animale. Sentience Institute, eux, ils ont une approche plus générale qui vont essayer de promouvoir les animaux en général. Donc, ça va inclure les animaux sauvages, mais c'est une approche plus générale. Puis leur objectif, c'est d'évaluer quelle intervention ou quelle méthode de sensibilisation qui est le plus efficace, principalement. Animal Ethics, ça fait l'année passée, ils ont changé leur focus pour aller beaucoup plus vers les animaux sauvages, mais il existait déjà avant, mais c'est juste depuis l'année passée qu'ils ont commencé à se focusser principalement là-dessus. Ils font de la promotion, de traduction, séminaires. Cette année, ils vont s'établir en Chine puis en Inde pour essayer de faire de la sensibilisation là-bas aussi. Oui. Est-ce que ceux-là, c'est des fondations efficaces? Ceux que tu nous présentes, c'est parce qu'ils se sont démontrés efficaces ou c'est juste ceux qui sont là en ce moment? Mon critère pour les mettre, c'était le deuxième, mais je pense qu'ils sont tous efficaces parce que c'est pour arriver à ces conclusions-là, souvent, ils ont utilisé une méthodologie qui est assez robuste. Ça, c'est Animal Charity Evaluators, c'est l'organisation principale qui va évaluer des charités pour la cause animale. Présentement, ils recommandent Animal Ethics. Ils ne recommandent pas les deux autres organisations, mais cette organisation-là est très jeune, elle n'a pas encore pu être évaluée, puis elle est extrêmement petite. Puis Sentience Institute, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas recommandé, ou je ne sais pas. Donc, ouais, un autre élément qu'on pourrait penser, c'est que si on accepte que les animaux dans la nature, certains animaux ont une vie net négative, puis que nous, on est les seuls agents moraux qui ont la capacité de rechanger l'environnement, bien, c'est peut-être que la priorité, c'est qu'on préserve la race humaine, l'espèce humaine, parce que si l'espèce humaine disparaît, l'évolution va probablement continuer pendant 2 milliards d'années avant que le Soleil englobe la Terre puis que la vie soit complètement extincte. Donc, ça représenterait 2 milliards d'années qu'on rajoute énormément d'ordre magnétique sur les graphiques que j'avais montrés précédemment, de quantité de souffrance qui se démontraient. Donc, pour garder nos options ouvertes, on pourrait se dire que la priorité, ça semble peut-être comme contre-intuitif, mais peut-être que la priorité, ce serait de s'assurer qu'il y ait encore des humains dans le futur qui soient là pour pouvoir implémenter des interventions dans la nature quand les interventions vont devenir possibles. Puis après ça, il y a un domaine de cause entier qui a quelques organisations puis groupes de recherche qui focusent entièrement là-dessus, puis ça demande une présentation en soi, mais c'est par rapport au risque de souffrance astronomique. Donc, qu'est-ce qui arrive si l'humain commence à se propager à travers la galaxie, puis commence à coloniser d'autres planètes, puis il y a potentiellement des risques d'emmener la souffrance qu'il y a présentement ici à des échelles beaucoup plus grandes. On pourrait même parler potentiellement de vie artificielle, des agents conscients qui sont dans des ordinateurs. Si on voit les tendances technologiques à très long terme, c'est des préoccupations que beaucoup de personnes prennent au sérieux. Savoir si on est capable d'émuler une quantité énorme de vie artificiellement. Ça, c'est il y a diverses organisations qui travaillent par rapport à ça. Je dirais que ça, c'est deux des organisations principales qui se préoccupent de ces enjeux-là à très long terme. Foundational Research Institute, qui vont être
presque entièrement focusé à réduire les risques de souffrance astronomique. Donc, ils vont s'intéresser à diverses questions fondamentales. Puis Future of Humanity Institute qui s'intéresse à d'autres questions, mais dont les risques de souffrance astronomique font partie d'une de leurs préoccupations principales. Puis, par exemple, ces deux organisations qui vont beaucoup explorer le concept d'intelligence artificielle, vu que c'est une technologie qui serait potentiellement très transformative dans le futur. C'est presque fini. Je vais juste vous dire quelques endroits additionnels où est-ce que vous pourriez avoir plus de ressources pour approfondir les questions qu'on a explorées. Ça, c'est le site d'Altruisme Efficace Québec. Il n'y a pas beaucoup de contenu en français disponible sur Internet, mais on a mis en ligne quelques introductions à l'altruisme efficace en français. Puis vous pouvez me contacter si vous voulez, si vous avez des questions spécifiques, je peux vous référer probablement à des ressources ou vous en parler. On organise aussi plusieurs événements, des discussions régulièrement. Vous êtes les bienvenus à nous joindre. Ça, c'est une ressource qui va explorer des questions par rapport au biais cognitif, comme que j'ai présenté au début de la présentation. Donc, qu'est-ce que d'autres façons, d'autres erreurs de la pensée qui peuvent affecter notre jugement quand vient le temps de prendre des décisions rationnelles, particulièrement par rapport à des questions altruistes. Une map de concept IA. En passant à la présentation, je vais la mettre sur Facebook. Donc, j'ai présenté quelques concepts, comme le cercle de moralité. Mais il y a plusieurs concepts qui nous aident à mieux penser aux enjeux altruistes. Puis ça, je trouve que c'est une très bonne ressource qui résume plusieurs de ces concepts-là. 80 000 heures vont offrir du coaching pour les gens qui veulent choisir une carrière à haut impact. Ils ont aussi beaucoup de matériel sur leur site Web qui est très accessible pour approfondir divers enjeux. Effective Thesis ont une liste de suggestions de questions sur plusieurs causes, incluant la souffrance animale. Donc, si vous êtes à l'école puis vous voulez faire une thèse, bien, vous pouvez aller voir des suggestions sur ce site-là. St. John's Institute, que j'ai parlé tantôt, qui vont faire des recommandations pour les gens qui veulent faire de la sensibilisation, voir quelle approche qui ont été démontrées être le plus efficace en général. Puis des groupes de discussion, puis ouais, plus d'informations ici. Donc là, je vais laisser la parole à Gabriel, puis pour approfondir sur la question de dons philanthropiques. Ouais. Donc, qu'on va faire. Je devrais dire en ce moment que cette présentation était en anglais, je l'ai traduite, et le français, ce n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai des notes ici, alors ça va m'aider. L'idée, en général, de l'altruisme efficace, c'est de vous donner des outils pour faire le mieux du monde que vous pouvez faire. On va faire dans cette session un jeu de dons. Il y a des sondages que j'ai donnés. C'est des sondages anonymes, juste pour avoir un peu d'informations sur la démographie des gens qui participent dans le jeu de dons. Et c'est sur ces papiers que vous allez aussi faire vos votes quand on arrive à ce point. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander. On va aussi avoir une discussion en groupe, alors vous pouvez demander des questions à ce moment aussi. Alors, dans ce jeu de dons, je vais vous donner à chacun 20 $, mais malheureusement, vous ne pouvez pas garder cet argent. Cet argent va aller à un organisme de bienfaisance. Oui? Oui, puis un truc que j'ai rajouté dans des Gaming Games, c'est si vous ne voulez pas faire de don à aucune des trois organisations parce que vous pensez que c'est négatif, les trois organisations, vous pouvez aussi mentionner que vous préférez pas faire de don. C'est une quatrième option. Oui, et il y a quelqu'un qui a déjà fait ce choix dans un autre groupe. Oui, oui. Où est-ce que j'étais? Oui, dans ce... j'ai oublié où j'étais. Ah oui, si vous avez... Oui, l'argent qu'on utilise dans le jeu de dons, ça vient des organisateurs, ça vient des donateurs, d'autres personnes, mais c'est vous qui vont décider
où cet argent va aller, quelle charité va recevoir ces $20 pour chaque personne. Mais comment est-ce que je choisis la charité qui est la meilleure? En réalité, la majorité des personnes font des choix basés sur très peu d'informations. Ils voient une publicité à la télé ou quelqu'un dans la rue leur approche et leur dit « donne-moi de l'argent pour ça ou ça ». Mais il y a plus d'1 million de charités enregistrées en Amérique du Nord. Ils ne sont pas tous créés égaux. Alors, c'est important de trouver les charités qui sont efficaces et qui font le meilleur pour améliorer le monde. Alors, avec les $20 que vous avez aujourd'hui, je veux que vous essayiez de trouver la charité que vous pensez va mieux améliorer le monde. On va juste regarder 3 organismes de bienfaisance. Ils sont tous liés aux droits des animaux et au bien-être des animaux. L'altruisme efficace s'intéresse à d'autres problèmes, mais on va juste rester dans ce domaine ici. La présentation va être assez simple, le processus. Premièrement, je vais donner un peu d'informations sur chacune des charités. Juste quelque chose de superficiel, des choses que tu trouverais dans une publicité à la télé. Et on va avoir un vote préliminaire sur vos sondages. N'inquiétez-vous pas, vous pouvez voter après encore. Après ça, je vais donner plus d'informations sur chacune de ces organismes de bienfaisance, un peu sur leurs faiblesses, leur puissance, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils font avec l'argent, des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on ne retrouverait pas nécessairement dans une publicité à la télé. Vous allez avoir une discussion en groupe sur quelle charité devrait avoir votre argent. Et finalement, vous allez faire un vote final pour la charité et c'est la charité qui a le plus de votes va recevoir tout l'argent. Finalement, je vais conclure en parlant un peu des ressources qu'il y a pour trouver des charités qui sont efficaces qui sont liées aux droits des animaux. Alors, voici les 3 organisations qu'on va avoir dans ce jeu de dons. Je veux que vous me visualisez comme quelqu'un qui vient dans la rue, vous approche et veut avoir vos $20. Alors, les 3 organismes de bienfaisance sont The Humane League, The Good Food Institute et The Non-Human Rights Project. Ça, c'est le projet pour le droit des non-humains. Alors, on commence The Non-Human. Commence déjà mal avec le non-human. The Human League. So, the Human League a comme but de réduire la souffrance des animaux des fermes. Ils font ça avec des campagnes où ils essaient de forcer ou d'influencer les corporations d'avoir des plans plus stricts quand ça vient au bien-être des animaux. Ils éduquent aussi les gens sur la souffrance des animaux de ferme. Alors, s'il vous plaît, donnez l'argent au The Human League. Deuxième, c'est le Good Food Institute. Le Good Food Institute a comme but de transformer le secteur de l'élevage de l'animal en encourageant le développement des alternatives à la viande, aux produits laitiers et aux œufs. Ils cherchent des entrepreneurs, les scientifiques, ils les emmènent ensemble, ils aident les startups qui veulent faire de la viande basée sur des plantes ou de la viande qui sont culturées in vitro, comme vous voyez là-bas. Ils offrent ils offrent de l'info technique, de l'info scientifique pour aider ces groupes. Alors, s'il vous plaît, donnez vos $20 au Good Food Institute. Et finalement, Non-Human Rights Project. Alors, le Non-Human Rights Project travaille dans les cours, ils font des cas juridiques pour essayer que certains animaux reçoivent des personnalités juridiques, qu'ils soient reconnus par la loi comme des personnes et qu'ils reçoivent les droits d'être une personne. Ils travaillent avec les grands singes, avec les éléphants et avec certains animaux marins comme les dauphins. Alors, s'il vous plaît, donnez vos $20 au Non-Human Rights Project. Nous parlerons plus de ces organisations après, un peu plus de détails, des faiblesses, des forces, de tout ça. Mais maintenant, je veux que vous fassiez votre premier vote. Oui. Je n'ai pas entendu ce que Humane League faisait. Non, the Humane League. Alors, le Humane League, ils font des campagnes et ils essaient de convaincre des corporations de prendre des mesures plus strictes quand ça vient au bien-être des animaux.
Par exemple, une des campagnes qu'ils font, c'est le cage free. Alors, ils disent que beaucoup de poulets sont élevés dans des battoirs, sont des petites boîtes comme ça. Alors, ils font des campagnes pour avoir plus de place pour les poulets. Des choses comme ça. Et ils font beaucoup d'éducation aussi pour que les gens réalisent la souffrance des animaux. Oui? Est-ce que le Non-Human Rights Project, ouais, c'est vraiment exclusivement les primates, les éléphants, puis d'autres animaux, puis c'est tout? Oh, on va parler de ça plus. Oui, mais. Excuse, mais on doit quitter. Oh, OK. Désolée. Merci. Oui, mais je vais parler de ça après, quand je vais plus de détails. En ce moment, mais oui. Alors, juste en ce moment, je veux. Oui? C'est par rapport au premier vote. L'axe selon laquelle vous votez, c'est en fonction de la souffrance épargnée, c'est ça? Non, vous pouvez voter comment vous voulez. C'est pas nécessairement. Oui, c'est ton choix personnel. C'est pas vraiment, ça doit être la souffrance de ce type d'animaux. Alors, c'est juste c'est voter, et l'idée, c'est de voter avec pas beaucoup d'informations, parce que je vais donner plus d'informations après. Oui. La consigne par rapport à indiquer notre niveau de confiance là-dedans, à quel point, dans le fond, comme j'ai comme deux niveaux de confiance, j'en ai un qui est un niveau de confiance qui est vraiment comme brut, puis il y en a un qui est tempéré par des choses que je sais sur la métacognition puis la façon dont la confiance dans nos jugements, ça fonctionne en général. Est-ce que pour bien jouer le jeu, je dois noter ma confiance brute ou si je dois essayer d'être critique par rapport à comment est-ce que j'ai confiance dans mes jugements puis les réévaluer à la lumière de ce que je sais sur comment la confiance dans nos jugements, ça fonctionne dans les évaluations? C'est ta décision. Vraiment, c'est ta décision. Non, c'est pas vraiment à moi de te dire comment faire le choix. Si tu penses c'est une chose, c'est vraiment ta décision. Alors, oui, si vous pouvez faire vos votes, vous avez 1 minute ou quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas rempli les premières 2 pages, vous pouvez le faire maintenant aussi. Là, c'est dans la partie 1, le Oui, premier vote? oui, le premier vote avant la discussion. Ici. Oui, le premier vote. OK. Est-ce que tout le monde a voté? OK. Maintenant, on peut aller un peu plus sur chacune de ces choses, les faiblesses, les forces, ce qu'ils font avec l'argent, des choses comme ça. Alors, the Humane League, comme j'ai dit, la Humane League essaie de réduire la souffrance des animaux de ferme. Alors, qu'est-ce qu'ils sont les forces et ces faiblesses? Bon, une des forces, c'est qu'ils peuvent vraiment réduire la souffrance de beaucoup d'animaux. Et ça, c'est parce que 99,6% des animaux qu'on mange et qu'on tue sont des animaux de ferme. Mais généralement, juste 1% des dons qui vont à des charités qui sont liées aux animaux vont aux animaux de ferme. Alors, c'est un domaine qui c'est vraiment négligé. Alors, si on aide ici, on peut vraiment avoir un impact. C'est aussi une industrie, un domaine que si ça fonctionne, ça pourrait avoir beaucoup d'impact. Ils ont eu des succès. Par exemple, leur Cage Free Initiative, qui lutte contre avoir des poulets dans des battoirs, a eu beaucoup de succès. En 2016, ils ont convaincu plus de 100 restaurants, entreprises, fabriques, tout ça, de promettre de ne pas utiliser des poules qui sont élevées en battoir. En 2017, ils ont convaincu 45 autres organisations de faire cette même promesse et ils travaillent maintenant à convaincre McDonald's de faire la même promesse. Alors, c'est difficile d'estimer quel va être vraiment l'impact de ça, mais on peut dire que si toutes ces entreprises et tous ces restaurants restent avec leurs promesses, on pourrait éviter la souffrance d'entre 10 à 320 millions de poulets chaque année. Alors, ça serait un grand changement. Oui? C'est quoi l'alternative au cage free? L'alternative L'alternative au cage free.
Oh, OK, le cage-free, je voulais avoir une photo. Je veux savoir, eux, qu'est-ce qu'ils promouvoient comme alternative au cage-free? C'est encore un cage. Alors, c'est juste une boîte qui est plus grande, alors que les poules... C'est pas cage-free. c'est pas vraiment cage-free, c'est ça le problème. C'est plus en cage. Non, ils sont encore en cage. Cage-free, c'est quand ils sont... Et c'est pas free range. Oui, c'est pas ce qu'on dit. Je sais, moi aussi, j'avais ce problème parce qu'ils disent cage. C'est quoi Ouais. l'alternative? L'alternative, c'est le cage, la boîte, c'est plus grande, alors que le poulet peut marcher un peu, peut faire un peu mieux de travail. Ouais. Mais c'est pas free range. Alors ça, c'est important, un point très important. Parce que Genre, à la fin, c'est pire. c'est pour le pire. Oui. Comment. Parce qu'ils se piétinent. T'as des poules qui sont décédées, genre, qui restent près d'eux. Donc, la maladie est présente. Puis, en plus, ils vivent dans leurs excréments jusqu'à temps qu'ils viennent de se faire chercher. Oh, ça pour le. Ouais. Chaque poule n'a pas plus de mètres cubes Non, non, moins. individuellement dans un free range qu'en cage individuelle. Oui, ça pourrait. Oui, c'est tout des points. Moi, vraiment, je ne sais pas. Il va y avoir une discussion juste après des très bons points. Non, oui, c'est vraiment des très bons points. Si vous avez des problèmes avec le cage free, ça c'est très important à savoir. Oui. Moi, c'est une question, mais vous me le dites, ça rentre plus dans la discussion. Dans le fond, c'est la statistique qui a été donnée à la fin, comme quoi ça réduirait un tel pourcentage de souffrance. Oui. En quoi ça la réduit, la souffrance? Parce que c'est pas comme s'ils étaient vraiment libérés. C'est un peu bizarre parce qu'ils sont encore dans des cages et c'est juste qu'ils ne sont pas restriqués à des cages très petites. Alors, ils peuvent bouger un peu mieux. Alors, ce n'est pas dire qu'ils évitent toute la souffrance, mais on calcule qu'ils vont souffrir moins. Et ça c'est important de savoir dans ce cas. Le non cage-free, c'est un peu bizarre qu'ils utilisent, mais ils souffrent de toute façon, c'est juste estimer qu'ils souffrent moins. C'est une discussion que j'ai quand même souvent Ouais. concernant, mettons, le côté comme altruisme efficace, puis que je suis... Tu sais, je veux dire, on voit, la victime peut dire c'est mieux si c'est la même victime qui son sort s'améliore, mais la poule qui revient à chaque fois, elle ne sait pas qu'avant c'était plus petit, puis comme C'est vrai. t'es encore dans une cage, là, comme pour la poule, genre, ça reste... Non, c'est vrai, oui. Donc, je sais pas si Non, cette question-là, je me pose ici. Non, c'est vrai. Et vous pouvez parler de tout ça dans la discussion parce que quand il faut choisir des choses, ça, c'est des importantes choses à discuter. Oui. J'ai une question. Quand tu dis un nombre de poules, je me rappelle plus du nombre de poules, Ouais. enregistré comme beaucoup. Oui, c'est ça, beaucoup. Mais dans le fond, ici, c'est-tu. Puis dans le fond, je sais que ça fait comme aucune différence parce que, genre, je veux dire, les deux chiffres, ça va être comme beaucoup dans ma tête. Mais est-ce que c'est. Quand tu dis ça va aider les souffrances de tant X nombre d'animaux, est-ce que, dans le fond, ça va considérer un nombre réel d'animaux beaucoup plus grand, puis ce nombre-là va être pondéré par la quantité de souffrance dans leur vie qui est comme évitée. Fait qu'on va multiplier par la fraction de souffrance de leur vie qui a été évitée. Puis après ça va nous donner un chiffre plus petit, mais ça va quand même être un chiffre plus petit qui va être un grand nombre d'animaux. Puis c'est ce nombre-là que tu nous donnes, le nombre Y. Ou c'est le nombre X, le nombre réel d'animaux qui sont conservés. Je pense qu'ils ont calculé vraiment de façon absolue. Cette compagnie utilise 1 million de poules et si on fait le cage-free, ce million de poules va souffrir moins. Je pense que c'est la plus simple façon de le calculer. On calcule. Fait que dans le fond, on a deux incertitudes ici, parce qu'on a une incertitude en termes de le nombre d'animaux et comme on s'en rappelle plus, c'est juste beaucoup. Puis la quantité de souffrance est calculée de façon. C'est ça. Okay, non, cool. non, mais c'est vrai. Et ça, c'est tout pour la discussion. J'espère que vous parlez de tout ça. Mais c'est comment est-ce qu'on peut quantifier le changement de souffrance? Et si tu as une compagnie qui grandit et a plus et plus de poules, est-ce que ça va augmenter la souffrance de toute façon? Ou il y a beaucoup de questions. Non, la quantité de souffrance qui a été évitée. Ouais, c'est ça. Non, c'est tous de bonnes questions. Et dans la discussion, c'est tout important de discuter tout ça. Non.
OK, alors ça c'est de Humane League. Ils ont fait des... oui. Une autre chose qu'on parle ici, que c'est avec la croissance, il y a certains groupes qui pensent que s'ils reçoivent plus et plus d'argent, on a parlé un peu ça dans l'autre présentation, mais si cette organisation peut grandir encore plus et plus, s'ils reçoivent plus et plus de fonds, est-ce qu'ils peuvent encore utiliser effectivement le fonds qu'ils reçoivent? Alors, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont dans la limite de ce qu'ils peuvent faire. Alors ça, c'est quelque chose que peut-être c'est important à savoir. Okay, the Good Food Institute, comme je dis, le Good Food Institute essaie de développer des alternatives dans le marché pour la viande, le lait et les œufs. Quelles sont les forces? Le développement de ces produits pourrait avoir un impact sur la souffrance des animaux de ferme. Aussi, beaucoup de gens disent que c'est plus facile de convaincre les gens d'arrêter d'utiliser des ressources qui viennent des animaux de cette façon que les arguments moraux pour aller au véganisme ou au végétarisme, juste parce que c'est dans le marché et c'est plus facile d'acheter la viande qui vient de base de plantes. Alors ça, c'est un argument que les gens font parfois. So, the Good Food Institute, il fournit un soutien stratégique et technique à plus de 100 entrepreneurs dans ces startups qui font de la viande de plantes, d'origine de plantes ou de la viande culturée in vitro, comme vous voyez là-bas. Ils fournissent de collecte de fonds, ils trouvent des sources de financement pour les gens, ils connectent les gens ensemble et ils donnent parfois de l'argent, ils font parfois des cas juridiques. Aux États-Unis, ils font beaucoup de choses pour aider. Leur succès principal, c'est qu'ils ont aidé dans les deux dernières années pour la création d'une compagnie qui fait de la viande à base de plantes en Inde, qui s'appelle Good Dot, et une compagnie aux États-Unis qui font du poisson de la base de plantes qui s'appelle Good Catch. Ils travaillent aussi avec une compagnie Terramino Foods et Dow International. Alors, Good Catch et Good Dot ont sorti de l'argent de produits dans le marché. Les autres ne l'ont pas encore fait. Mais quelles sont les faiblesses? C'est pas vraiment certain quel est l'impact de Good Food Institute dans ces compagnies qui ont commencé. S'ils n'avaient pas aidé, peut-être ces startups seraient là de toute façon. Alors, c'est difficile parfois de dire comment ils ont aidé, qu'est-ce qu'ils ont aidé. Et l'autre chose, c'est difficile d'estimer l'impact qu'ils vont avoir parce qu'il faudra plusieurs années, même 10 années, avant que tout ce produit entre le marché devienne compétitif dans le marché pour que les gens peuvent l'acheter et pas acheter de la viande et des autres choses comme ça. Contrairement à The Humane League, c'est difficile d'estimer l'impact qu'ils vont avoir sur la souffrance des animaux. Oui? À quel point ils sont impliqués dans la viande in vitro, dans ils font plusieurs choses. Alors, eux-mêmes, ils ne font pas de viande in vitro, mais ce qu'ils font, ils donnent du soutien, pas vraiment financier parfois. Comme ils donnent parfois de l'argent, des grants, à certaines organisations, mais ils font d'autres choses comme ils connectent les gens, ils donnent des soutiens stratégiques, ils vont dans des conférences, ils ont fait un procès juridique contre un État aux États-Unis qui voulait changer le lait, le nom du lait, pour que le lait qui n'est pas laitier ne peut plus être appelé lait, milk. Alors, ils travaillent là, ils ont fait de la recherche scientifique pour trouver les mots que les gens vont accepter quand ça vient à la viande. Alors, ils font beaucoup de choses comme ça, ils vont dans des conférences et des choses comme ça. Mais directement, pas beaucoup, c'est plus du soutien aux autres organisations. Alors, ça serait une mauvaise chose de dire qu'ils le font, c'est plus qu'ils aident. Oui? À quel point est-ce que toutes les fonctions de Good Food Institute peuvent être remplacées par les banques pour l'avancement de capitaux, les firmes de marketing pour... Vous pouvez garder ça pour la discussion, parce que ça, c'est un point très important pour discuter quand ça vient à l'impact de Good Food. Ça, c'est vraiment... Je ne veux rien dire, je vais vous laisser discuter ça, parce que c'est vraiment un autre point vraiment important.
OK, finalement. Finalement, on va le Non-Human Rights Project. Alors, le Non-Human Rights Project, ça vise principalement à établir une personnalité juridique, alors établir le personhood pour les grands singes, les éléphants et certains animaux marins comme les dauphins et les baleines. So, quelles sont certaines de ces puissances? Les efforts pourraient vraiment aider la souffrance des animaux. Ils sont également attirés beaucoup de publicité quand ils font ces procès, ces cas juridiques. Mais quelles sont les faiblesses? Ils ne travaillent que pour, et c'est ce que quelqu'un m'a mentionné, ils ne travaillent que pour les animaux dont on a beaucoup de preuves qu'ils ont la conscience de soi et une grande sensibilité. Les éléphants et des choses comme ça. Alors, beaucoup de personnes se demandent si on donne la position d'être personne à un grand singe, est-ce que ça va vraiment impacter les animaux de ferme? Ça, c'est une question qu'on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé avec leurs efforts? Ils ont plusieurs cas juridiques, mais ils n'ont pas gagné de cas pour aucun de leurs clients. Alors, ça, c'est un problème. Mais ils ont eu beaucoup de publicité et ça a aidé certains de ces animaux. Alors, à cause de la publicité, certains animaux ont été transférés d'un laboratoire à un sanctuaire. Alors, ça a aidé. Leur stratégie juridique a été aussi exportée dans d'autres pays. En Argentine, ils ont utilisé le même type de système et ça a aidé à transférer un chimpanzé d'un zoo à un sanctuaire. Et ça, c'était quelque chose vraiment juridique. C'est quelque chose qui est arrivé pas seulement à cause de la publicité, mais c'était la loi. To an extent. C'était la loi. Alors ça, c'était quelque chose qui, c'est une réussite, on pourrait dire. Il y a eu aussi un documentaire de ce groupe. Alors ça a aidé à diffuser leur message. Alors on dirait en général, ils ont réussi à vraiment être public et que les gens pensent sur ces idées, plus que vraiment réussir à donner du statut de personnalité juridique à leurs clients. Alors, voici encore les trois organismes. Et maintenant, on va avoir une discussion entre vous. Et vous allez parler des forces, des faiblesses. S'il y a une que vous pensez devrait vraiment avoir l'argent, vous pouvez vraiment donner vos arguments. S'il y a une que vous pensez ne devrait pas avoir l'argent, faites des arguments. Et les arguments que vous avez faits jusqu'à maintenant, c'est maintenant le temps d'y parler. Je donne 10 minutes. Et je dois admettre que l'information que j'ai donnée maintenant, ce n'est pas toute l'information, parce que c'est impossible de donner toute l'information dans 5 minutes. Mais il y a des organisations qui peuvent nous aider à trouver quelles charités sont vraiment effectives. Parce que c'est difficile de savoir. On doit regarder dans la littérature scientifique, on doit parler avec les gens qui travaillent dans ces entreprises, on doit regarder où l'argent va et tout ça. Alors, un des organismes qui fait ça pour nous, c'est le Animal Charity Evaluators. Ça, c'est un organisme effectif, d'altruisme effectif. Et ils ont 7 critères pour calculer si une charité est assez bon pour donner de l'argent. La première, c'est s'ils participent à des programmes qui semblent avoir un impact considérable. Alors, on a parlé de ça. S'il y a place pour des financements pour grandir encore, s'ils reçoivent plus d'argent qu'ils peuvent grandir. Est-ce que s'ils fonctionnent de manière rentable ou efficace? S'ils possèdent de solides exemples de réussite, on a parlé un peu de ça aussi. S'ils identifient des domaines de réussite et de faillite et s'ils réagissent de bonne façon à ces réussites et ces faillites. S'ils ont un leadership fort, une vision stratégique qui est bien développée et s'ils ont une culture saine dans leur organisation et une structure durable. Alors ça, ce sont certaines des choses qu'ils font quand ils décident quelles charités peuvent être très efficaces. Et je peux dire que les 3 charités qui sont là, 2 étaient des top choice, alors ça c'est en haut, et 1 était un outstanding choice. Ça c'est un peu moins que top choice, mais c'est bon. Est-ce que vous voulez... Oui, vous pouvez faire un guess. Quel pensez-vous c'était le top choice, le plus haut, et quel était juste outstanding choice? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que le Humane Project
The Human League, yeah. Ouais, c'est ça. Do a top choice, oui, c'est ça. Peut-être que puis je pense que comment il s'appelle? Celui que moi je proposais, là, le Human Rights Project, lui était comme en dernier, Et oui, puis l'autre qui était comme dans le top choice, oui, c'est ça. C'était ça? Le Good Food et le Humane League étaient top choices, l'autre était outstanding choice. De toute façon, ce sont de bonnes charités. Et un autre groupe ici que je voulais parler, c'est le EA Funds, spécifiquement le Animal Welfare ou le bien-être des animaux Fund qu'ils ont. Et l'idée, ça fonctionne ainsi. Des gens donnent de l'argent à ce fonds. Et l'organisation prend tout l'argent et décide de le donner à certaines charités qui est décidée par des experts dans le domaine. Par exemple, en mars 2019, ils ont donné l'argent à Humane League UK, celle de UK, et à une organisation qui s'appelle Anima International. Alors ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vérifier. Il y a d'autres organisations qui vont plus loin que juste les animaux, le bien-être des animaux, comme The Life You Can Save and GiveWell. Et j'aimerais juste finir ici par mettant ce sondage ici. Alors, The Life You Can Save a un sondage qui donne que tout le monde qui fait des jeux de dons prend 5 minutes pour faire ce sondage. C'est juste pour l'info. Et un peu d'info que j'utilise ici vient de The Life You Can Save. Vous pouvez les prendre si vous avez un laptop ou quoi, mais je l'ai aussi écrit dans des papiers. Je peux vous les donner. Ça prend juste 5 minutes. Et j'aimerais vous remercier, mais qui a gagné? 0 vote pour Human League, 3 votes pour Good Food Institute, puis 5 votes pour Non-Human Rights Project. Donc, $160 va aller au Non-Human Rights Project. Non-Human Rights Project a gagné. Wow, intéressant. Est-ce qu'on avait dit $20 par participant? Oui, c'est $20 par participant. Nous, on a Kazan, on a $200 aussi. Ah, OK. Ouais, 360 Oh, $360. Wow! Il y avait plus d'argent que ça. OK, $360 pour Non-Human Rights Project. C'est magnifique. Alors, merci encore. Merci à vous.